Bonsoir, vous êtes en train d'écouter Football Universe, on est reparti pour une nouvelle émission. Ce soir, pour m'accompagner pendant 1h30 d'émission, Julien est à mes côtés. Salut à toi, Julien. Salut à tous. Donc toi, Julien, tu as regardé un match passionnant. Ce week-end, tu nous as regardé Séville-Valence. Ah, c'était le match de l'année. Le match de l'année, bien sûr. Avec la démission de l'entraîneur de Valence à la fin du match. On en parlera tout au long de l'émission. Donc Christophe est aussi là ce soir. Christophe qui est pas forcément très bien après le week-end bordelais. Salut à toi, Christophe. Salut Quentin, salut à tous. Bon, on parlera du match des Girondins pendant le débrief Ligue 1. Florent nous fait également l'honneur d'être là ce soir. Salut à toi, Flo. Salut. Week-end un peu contrasté pour toi avec le match nul des Gunners. Ou plutôt l'horreur. Oh, l'horreur, oui. Oui, on peut parler d'horreur, ouais. Ah ouais, le Gunner, c'est vrai, j'ai oublié. Et il fait son retour ce soir. Il est l'un des mecs à l'origine de l'émission. Alexandre est avec nous, dans Football Universe. Salut à toi, Alex. Salut. Bon, ce soir, le programme du soir, ça va être Ballon d'Or, le podium. Et le suivant, Messi, Ronaldo, Neymar. Ça sera notre débat du soir. On commencera ce soir par le débat. Donc la question c'est le podium est-il légitime selon vous? Ensuite on parlera des résultats qu'il y a eu en Ligue 1, les matchs Football Universe avec un match par championnat, l'affiche des championnats étrangers, on rappellera les résultats du week-end. Et bien sûr le It's Time to Bet avec des mouvements au classement et un quiz avec toujours lié à l'actualité, qui est toujours lié à l'actualité. Donc on va commencer par le Ballon d'Or. Ça y est, le podium est tombé aujourd'hui et on le connaissait presque quand même, on pouvait pronostiquer dessus. Donc les trois nominés sont Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar. Donc trois joueurs de Liga, 2 joueurs du FC Barcelone et un joueur du Real Madrid. Je vais pas présenter ça plus longtemps et je vais vous poser la question suivante. Est-ce que pour vous, ce podium est légitime? Julien, toi, il me semble que tu pense que c'est oui. Oui, mais avec une petite déception quand même. Bon, Messi et Ronaldo, Messi, il a fait un super match, il a fait une super saison encore une fois. Il a gagné avec des champions, je crois qu'il a gagné la Liga aussi. Enfin bref, il a à peu près tout fait, je pense que c'est le futur gagnant. Ronaldo a été excellent aussi niveau stats, mais avec le Real, il n'a pas été excellent. Par contre, Neymar, ça coince un peu. Bon, il a fait une très bonne saison avec le Barça, mais moi, j'aurais plus voulu voir Pogba, pour ma part. Alors, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ce podium concrètement? Par exemple, Florent, toi, qu'est-ce que tu penses de ce podium? Encore une fois, c'est un podium qui est composé de joueurs qui vendent et qui rapportent de l'argent. Et puis on oublie un peu les stats des autres joueurs qui vendent un peu moins et qui sont meilleurs et qui mériteraient plus. Théorie du complot, alors Non, pas du tout. Messi à sa place, même s'il a fait une Copa América complètement décevante. Neymar, il peut avoir sa place aussi, même si sa Copa América était dégueulasse aussi. Mais oui, Ronaldo, j'ai un peu du mal à comprendre. Derrière, il y a des joueurs comme Lewandowski ou alors comme Müller qui auraient pu prétendre aussi à une place dans le podium. Et c'est juste que Ronaldo est là parce que c'est un joueur très populaire, qui est talentueux, c'est sûr, mais qui cette saison était un peu en dessous par rapport à ce qu'on a vu dernièrement. Il aurait mérité de ne pas être dans ce classement-là, à mon avis. Alors Alexandre, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, quel aurait été le parfait podium? Parfait podium, ça aurait été compliqué quand même. Parce que oui, à la place de Ronaldo, tu peux mettre Suarez, mais bon, Ronaldo, comme dit Florence, c'est pour un coup de pub, de toute façon. Donc, c'est un des joueurs les plus populaires du moment, donc oui, tu mets Ronaldo, puis je pense que ça va être la dernière année qu'on verra Ronaldo sur le podium, à moins qu'il sorte une saison de 2016 encore plus grande, mais j'y crois pas trop. Vous êtes un peu dur quand même avec lui, parce qu'il a une saison à 40 buts en Ligue 1. Mais cette saison 2014-2015, tu prends le début 2015-2016, il est dégueulasse, hein. C'est l'ombre de lui-même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a mis 5 buts contre l'Espagnol, mais contre Séville, il était pas là, contre le Barça, je sais même pas s'il était sur le terrain.
Même contre les 2 matchs contre le PSG, excuse-moi, il a pas été extraordinaire non plus. C'est toute l'équipe, il y avait personne contre le Tu Barça. prends Suarez par exemple, regarde, quand il y a eu l'absence de Messi, Suarez et Neymar, ils se sont bien entendus et tout. Donc voilà, c'est vrai qu'à la place de Ronaldo, tu peux mettre Lewandowski, tu peux mettre Suarez, tu peux mettre plein de monde. Ouais, mais Suarez, il a pas joué pendant Mais oui, mais 2014, c'était l'année 2014. Ouais, mais après, il a eu ces trucs de suspension aussi. Bah oui, l'année 2014. C'était 2015 à partir de janvier, c'est pas à partir de septembre. Si, il a pas fait la Copa Américaine, par exemple. Oui, il a pas joué la Copa América, il était encore suspendu. Mais Ronaldo, il a joué cet été. Non, parce qu'il est pas sud-américain. Voilà. Mais l'observation, Ronaldo n'est pas sud-américain. Suarez, l'année dernière, il fait pas une saison énorme. Il fait une bonne saison, mais il fait pas une saison énorme. Je crois qu'il a 20 buts, 25 buts, un truc dans le genre. Puis mais c'est pas 40 buts. Et puis aussi, politiquement, la FIFA en ce moment, c'est pas tout à fait ça, donc ils vont pas commencer à nominer quelqu'un qui a des antécédents judiciaires et puis qui a des problèmes comportementaux, je pense. Oui, ça donne pas forcément une très bonne image. Ouais, aussi. Ouais. Et puis il se contredirait aussi, je pense, en le nominant, parce que l'avoir suspendu, il me semble, 4 mois, c'était ça, ouais, 4 mois. Ouais, et puis après, le nominer pour le Ballon d'Or, ça aurait été un peu. Mais si, Diego Costa Ballon d'Or. Mais bien sûr. Ce sera un rêve. il me semble que Christophe est déçu de ne pas voir Cédric Tirasso dans les 3 premiers. Déjà, il est même pas en équipe de France. Puis après, pour revenir aussi, c'est Julien, je crois qu'il pourrait être Pogba. Je pense que Pogba, il est encore un peu juste. Et puis maintenant, c'est surtout le problème, c'est que qu'il se base énormément sur les stats. C'est même pas vraiment sur les titres gagnés ou l'importance dans le jeu. C'est les stats, c'est celui qui marque le plus de buts, tu sais qu'il sera déjà dedans. De toute façon, tant que la règle ne changera pas, ce sera les attaquants qui seront nommés. France Football aurait gardé je crois que c'était les droits qu'ils avaient avant sur le Ballon d'Or, ça aurait été toujours le même principe, c'était les gars qui gagnaient la Ligue des Champions qui étaient plus importants sur la Ligue des Champions qui auraient été Ballon d'Or, je pense. Et voilà, après, maintenant c'est la FIFA et depuis que c'était la FIFA, voilà. Après, moi j'ai toujours dit, et puis tu es d'accord avec moi de toute façon, que depuis que la FIFA a repris le Ballon d'Or, ça devient n'importe quoi. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il est encore légitime ce Ballon d'Or, Christophe? Est-ce que tu penses qu'il est légitime? Oui, bien sûr. Enfin, ça reste toujours le trophée individuel à gagner pour les joueurs. Après, sur les dernières années, franchement, Messi ou Cristiano Ronaldo, c'est pas trop volé, même si effectivement on en parlait en off, mais c'est vrai que 2010, peut-être que ça aurait mérité pour surtout Iniesta, peut-être Xavi, mais surtout même vraiment Iniesta. Même Ribéry dans le top 3 et qui fait le triplé. Ouais, c'est vrai aussi que mais après, je sais pas s'il aurait mérité d'être Ballon d'Or parce que non, mais je te dis au moins dans les finalistes, tu vois. Ouais, c'est sûr. Dans les finalistes, ça aurait pas été volé parce qu'il était meilleur joueur de la Ligue des Champions et tout. Et... Mais après, Iniesta, le problème, Iniesta aussi, ce qu'il a fait, c'est. marqué en finale de la Coupe du Monde. Ouais, puis il a été très influent pendant la Coupe du Monde. Ah bah ouais. Mais non, bien sûr que c'est toujours légitime. Moi, je trouve que le podium est plutôt logique, même si, effectivement, t'as quelques joueurs qui auraient peut-être aussi mérité, tel Lewandowski, effectivement, qui a été bon, ou même un joueur de la Juve qui ont vraiment fait aussi une très belle saison l'année dernière en finale Ligue des Champions et en gagnant quasiment tout en Italie. Pirlo. Tu aurais pu peut-être avoir un Pirlo, tu aurais peut-être pu avoir un Buffon. Pogba, je le vois pas. Pogba, je trouve encore un peu juste. Il faut qu'il, comme tu disais sur les stats, déjà rien que sur les stats, un peu plus s'améliorer. Et puis en équipe de France être un peu plus déterminant parce que pour les derniers matchs en équipe de France c'est pas non plus fou, c'est pas mal, c'est pas, tu vois, il n'influence pas encore dans le jeu de la Juve. Il commence cette année avec le départ de Pirlo, mais aussi, il remplace. Et pour continuer sur ce que dit Christophe, je pense pas qu'on aura un Français d'ici les 5 voire les 10 prochaines années sur le podium, que ce soit il pourrait y avoir Pogba. Ouais, mais non. S'il confirme, après tu sais pas, mais s'il confirme tout le potentiel et tous les espoirs qu'on place en lui, c'est possible qu'il fasse un podium sans même forcément gagner, mais déjà être sur le podium, c'est possible. Tu vois, par exemple, si je vois un Français sur le Ballon d'Or dans les prochaines années, c'est pas forcément lui que je penserais. T'as un mec comme Antoine Griezmann qui cartonne en ce moment avec l'Atlético et qui est en train de confirmer, qui pourrait, je dis pas prétendre à être non plus Ballon d'Or, hein. Il était même pas il était même pas dans les 50 premiers, il me semble, cette saison. Mais s'il continue à bien jouer comme ça, ça peut porter ses fruits. Il faut pas oublier que Griezmann, il était quand même 3e meilleur buteur, c'est-à-dire derrière les intouchables, les extraterrestres. Les extraterrestres, Messi et Ronaldo en championnat. Donc on va dire que c'était le meilleur buteur du championnat normal. Ouais, mais est-ce que par exemple, je te prends un exemple, est-ce que tu pensais que Ribéry un jour allait être sur le podium
du Ballon d'Or. Non. Mais ça peut, t'arriver. Hein. Depuis qu'il arrive au Bayern, je trouve quand même. Ouais, mais c'est pas le même poste. Christophe, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant le Ballon d'Or récompense, c'est celui qu'on a marqué le plus. Tu vois, c'est sur les performances individuelles. Ça se trouve. Par exemple, on va prendre l'exemple. Martial, peut-être. Laissez finir Christophe. Ouais, d'accord. Effectivement, c'est sur les stades, mais pourquoi c'est sur les stades? Parce que t'as Messi, Cristiano Ronaldo qui mettent énormément de buts, mais aussi qui sont très décisifs avec leur club. Ça marche avec les deux. Regarde Lewandowski, putain, il a marqué je sais pas combien de buts. C'est bien, bravo. Il a qualifié la Pologne à lui tout seul, hein, faut pas oublier. Ouais, et ben t'es pas sur le podium. Donc les stats, c'est pas forcément vrai. Effectivement, on a deux extraterrestres qui sont au-dessus, même si effectivement pour l'instant Cristiano Ronaldo est en dessous de ses dernières performances, ça je suis totalement d'accord. Mais faut pas oublier que ils marquent beaucoup de buts, effectivement ils ont des énormes stats, mais aussi parce que ils sont influents pour leur équipe. S'ils étaient pas là, bon, peut-être pas forcément le Barça. Je pense que le Barça quand même. Après, qui font que ça marche, surtout avec Neymar et Suarez qui sont en feu en ce moment, et d'autres joueurs aussi du Barça qui sont pas mal. Même si au Real aussi il y a des bons joueurs, mais je trouve que Barça c'est quand même plus fort. Mais voilà. Et Ribéry, pour reprendre l'exemple de Ribéry, moi je suis désolé, moi je m'imaginais pas une seule seconde le voir sur le podium de ce Ballon d'Or. Et après il a fait une énorme saison, il méritait largement d'être sur le podium et même peut-être de le gagner. Parce qu'il avait vraiment fait une saison de fou. Surtout que le problème qu'il a, c'est qu'il a été élu meilleur joueur européen, mais pas. Enfin voilà. Ouais, voilà. Si. Alors, sur le. Non, mais attends, le trophée européen, c'est pas pareil. C'est pas le même système de vote. Là. Ah, mais je sais, mais c'est ça que je veux te dire. C'est. Le mec, il termine parce que c'était le même podium en plus, si je dis pas de conneries. Donc c'est Ronaldo, Messi, Ribéry, il termine devant, mais vu que c'est pas le même système de vote, il peut pas gagner le Ballon d'Or, tu vois. C'est dommage. Et sur l'année qu'il avait fait avec le Bayern, il l'aurait pas volé, je pense. Hein. Non, c'est clair. Peut-être un Français qui aurait peut-être la chance d'être sur le podium, on verra dans les années à venir, c'est peut-être Martial. Qui sait? Oui, c'est vrai. Peut-être Coman aussi, parce qu'il joue bien en ce moment. Ouais, on va voir, il faut qu'il confirme. Il y a plein de jeunes comme ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes maintenant. Là. Mais après, faut pas qu'il nous fasse comme Ben Arfa aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Martial, je pense pas, il est bien entouré quand même. Hein. Ouais. Donc, vite fait pour conclure sur le thème Ballon d'Or, si vous aviez un podium à faire là pour cette année, au lieu de celui-là, ce serait lequel? Par exemple, Alexandre, toi, ça serait lequel? Honnêtement, avec tout ce qu'on a dit, je mettrais quand même Ronaldo et Messi. De toute façon, c'est deux intouchables. Et après, en troisième, c'est vrai que faut pas qu'ils mettent Lewandowski peut-être. Ouais. Florent, toi, pour toi, ça serait quoi comme podium? Non, si on se base sur les stats, moi je prends déjà le meilleur attaquant d'Europe, Ali Hamada. Il a mis beaucoup de buts la on a tenu 10 minutes, c'est bien. Ouais, on a tenu 10 minutes sans parler d'Ali Hamada, c'est vrai. Non, mais dans ce cas, tu mets meilleur gardien au monde dans ce cas, Ali Hamada. C'est Gandor, tu mets le Gandor pour gagner. C'est celui qui met le plus de buts contre son camp. La place par un gamin de 16 ans. Mais c'est bien. Aussi, ouais. Non, mais sinon, oui, je mettrais bien sûr Messi. Ouais, non, il n'y a pas de scandale à voir avec ce podium-là, mais ça joue sur des détails. J'aurais bien aimé qu'il y ait des joueurs du Bayern qui soient dedans ou de la Juve, mais pas Pirlo, pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe, parce que Pirlo a été très mauvais en MLS là dernièrement. Donc, ouais, c'est ça le problème du Ballon d'Or, que ça soit sur une année civile. Après Pirlo, franchement, il a tellement été influent sur le jeu de la Juve. Ouais, c'est vrai. Carrément. Sur le jeu de la Juve. Et d'ailleurs, tu as vu que quand il est parti, même si ça va mieux maintenant, mais ils ont eu du mal quand même. Hein. Puis même, clairement. si le Barça, tu vois. Si le Barça gagne. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que malheureusement, on prend sur une année civile, et c'est vrai que il aurait la MLS. C'est moins médiatisé. Et apparemment, moi j'ai pas vu les matchs. Tu me dis qu'il a pas été très bon. Non, il a eu une grosse période d'adaptation avec Lampard où c'était pas tout à fait ça. Il commence à se reprendre, mais je pense que c'est un peu trop cru en vacances et la MLS c'est loin d'être facile comme championnat. Ouais. Par contre, il commence de plus en plus à être relevé. Hein. Quand tu vois la Ligue des Champions de l'année dernière, quand Pirlo était bien pris, la Juve direct elle jouait même bien. Hein. C'est vrai. Donc Flo, pour la fin de ton podium. Ouais, donc pas de scandale à avoir avec ce podium-là, mais j'aurais bien aimé avoir plus de diversité dans les clubs et pourquoi pas inclure un petit Lewandowski par exemple. Pour toi, Christophe, le podium parfait? Messi, Cristiano Ronaldo, et parce que j'aurais tellement envie qu'il ait un Ballon d'Or dans sa carrière, mais ça se fera jamais parce que c'est trop tard, ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait un truc Buffon. Buffon.
J'ai envie de voir Iniesta, moi, sur le bon, banc, je suis gardien, je suis pas objectif, donc. Mais parce que je trouve qu'au moins il le mériterait au moins une fois. Enfin, après, il y a tellement de joueurs qui l'auraient mérité de l'avoir et qui l'ont pas eu. Mais ouais. C'est vrai que si on faisait une liste de joueurs qui auraient pu l'avoir et qui n'ont jamais eu. C'est énorme. C'est énorme. C'est impressionnant. Quand tu sais que Cannavaro l'a eu, ça te fait envie de pleurer. Devant Zidane Henry, je crois, c'était, non ouais, c'était devant Zidane et Henry, en 2006. Et Julien, surtout... toi, ton podium? Moi, Lacazette, Fekir et... non. Non. J'ai mis le temps à faire, je fais, mais qu'est-ce qu'il dit Non, bon, franchement, Ronaldo, Messi, normal. Après, j'hésite entre Pogba, Pirlo et Lewandowski. Ouais, sinon c'était 3, hein, c'est pas ça. Ouais, mais c'est pas entre les 3, bon, allez, on va dire Pirlo. Parce que je suis un fan. Moi, je vais donner le mien. Ça aurait été un peu comme vous, ça aurait été Messi, Ronaldo, Lewandowski, parce que pour Lewandowski, j'estime qu'il a fait une grosse année 2015, déjà avec le Bayern, et avec la Pologne, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut pas oublier que si la Pologne se qualifie et est à l'Euro en juin prochain, c'est grâce à lui. Et puis meilleur buteur des éliminatoires aussi, ouais. Ouais, meilleur buteur des éliminatoires, et puis les Polonais. Oui, ce qui n'est pas rien. Donc voilà. Donc on va passer au débrief Ligue 1, si vous le voulez bien, messieurs. Je prends la voix de Nelson Montfort. Oui. Attends, je veux juste dire un truc avant. On peut faire une minute de silence pour Christophe, s'il vous plaît. Ah. Et pour Marseille aussi. Non, on n'en est pas encore. Pour la défense marseillaise. Dans ce cas-là, tu peux faire ça aussi pour les reins de Karim Rekic, hein, c'est pareil. Ouais, oui, mais plus pour Christophe parce qu'il était au stade, il me semble. Et pour ses au stade, ça va, t'as de la chance. Alors. Et pour ses lunettes de contact aussi perdues sur le stade. Oui, c'est une sombre histoire. Mais moi, ça me fait marrer quand même que les Marseillais me charrissent là-dessus parce que finalement, même si on n'est pas bon, on est juste à un point derrière vous. Donc, c'est vrai. Faut pas trop faire les marioles. Si je te charrie pas là-dessus, je te charrie même plus à ce niveau-là. Non, mais ce qui est incroyable quand même, c'est qu'il y a seulement 10 points. Vous avez seulement 10 points de retard sur Caen, qui est deuxième. C'est là que c'est dur à dire, c'est que c'est Caen le deuxième, tu vois. Là, tu commences à te dire, tu te poses des questions quand même. Non, ce qui est surtout dur à dire, c'est que il y a. Angers troisième, oui, c'est vrai. Non, c'est qu'il y a un écart. Il y a pratiquement le même écart entre le premier et le deuxième, et le deuxième et le 15e, tu vois. C'est n'importe quoi. Bon, donc, une minute de silence pour Antonetti aussi. Une minute de silence pour Frédéric Antonetti. Donc non, mais les gars, c'est pas gentil de dire ça. Hein. Non, arrêtez, on fait ça pas. Pierre, quand même, le pauvre. Vous commencez à me casser les couilles. Hein. Putain, c'est le soir des imitations, qu'est-ce qui se passe Oui, je sais pas si c'était Stéphane Plaza, ça, ou je sais pas, mais c'était... Une question, qui c'est quand on regarde le match Napoli-Inter, là? Il y a 1-0 pour le Napoli. Non, mais c'était pour savoir. Premier match qui avait eu lieu lors de cette 15e journée, Lyon-Montpellier avec une nouvelle déconvenue lyonnaise, défaite 4 buts à 2. Alors fallait bien. Le Lyon avec un doublé notamment d'un Tchadien, Ninga, avec des buts aussi, il me semble, de Gonalon contre son camp. Camara. De Camara, Lacazette et je sais plus et Ghezal ont marqué pour l'Olympique Lyonnais. Nouvelle défaite, 3 défaites en 3 matchs là pour les Lyonnais. Est-ce que le vestiaire va imploser là, concrètement? Alors, c'est qui commence. Vas-y. Wimbo. Moi j'ai lu un article, justement je crois que c'est aujourd'hui qui est sorti, comme quoi apparemment le vestiaire était divisé à Lyon. Qu'ils avaient lâché l'entraîneur et tout. Hein? Avec Tolisso apparemment qui foutrait la merde. Ouais. Quel connard. J'ai vu ça tout à l'heure, donc ça s'annonce bien la suite de la saison pour l'instant pour Lyon. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces défaites qui s'enchaînent vont faire exploser le vestiaire? Bon. Faut qu'il s'accroche quand même, faut qu'il s'accroche parce que oui, c'est compliqué, mais il commence à trouver des buteurs là, des Mbiwa, des Gonalon. C'est pas mal. Oh, c'est troll, mon dieu! Oh, il est en forme ce soir. Les gars, faut pas y aller comme ça. Mais tu sais qu'en plus, sur la phrase, quand il dit oui, on marquait contre leur camp, puis j'entends Lacazette, Ghezal, c'est quoi ça? Non, mais c'est vrai que là, de toute façon, défensivement, Lyon, c'est n'importe quoi. Attends, si je me trompe pas, ils se prennent 9 buts sur les 3 derniers matchs. Ils en ont pris 3 à Nice, 4 contre Montpellier et 2 contre la Gantoise. Et puis, le principe même de perdre contre la Gantoise à domicile, c'est inconcevable.
Ils ont ouvert une boîte de nuit dans leur cul. D'accord, ça c'est moins 1. Oui. Maintenant, nouveau barème. S'il y a une blague de merde, c'est moins 1. Ouais, bon, on n'est pas dans la merde. Finalement, c'est une bonne initiative qui vraiment sont pas là ce soir, parce que sinon, on serait vraiment dans la merde. Donc, côté Montpellierin, tout va bien en ce moment, puisqu'ils enchaînent. Après leur début de saison très compliqué. Actuellement 13e avec 18 points. Est-ce que cette bonne marche en avant va continuer du côté des hommes de Roland Courbis ? Bah oui, ils récupèrent des blessés là du coup, et tu vois qu'ils commencent à se mieux retrouver sur le terrain, donc forcément je les vois pas s'arrêter en si bon chemin. Après bien sûr ils vont connaître une baisse de régime au bout d'un moment, mais il n'y a pas de raison pour le moment pour que ça s'arrête, parce qu'ils commencent à retrouver l'équipe qu'ils devaient avoir en début de saison et qui était un peu minée par les blessures avec Sanson et l'autre joueur dont j'ai oublié le nom qui était blessé de longue durée, et là ça commence à revenir et tu vois que ça va déjà beaucoup mieux dans le jeu offensif et ça devrait continuer comme ça. Il me semble que c'était Jonas Martin. Je crois. Martin. Voilà, c'est ça, ouais. Le joueur dont tu parlais. Le second match de cette 15e journée, Paris Saint-Germain 3. Victoire 4-1 des Parisiens, qui restent leaders avec 41 points, et les Parisiens sont déjà champions d'automne. Record égalé avec celui de Lyon en 2006-2007. D'ailleurs, petite question avant de parler du match, est-ce que vous pensez que ce Paris-là est plus fort que le Lyon de 2006-2007 ? Je pense pas parce que je pense qu'à l'époque de Lyon, c'était peut-être un peu les autres équipes étaient un peu plus fortes. Et cette année, comme tu disais, les écarts et le peu d'écart qu'il y a avec les équipes, les autres équipes, montrent qu'on a des équipes qui se tiennent, qui sont peut-être un peu moins fortes que ces dernières années, du fait de la perte de la plupart des joueurs qui sont partis à l'étranger, surtout en Angleterre. Mais je pense que Lyon, ça devait être beaucoup plus dur parce que effectivement, ils avaient vraiment une super équipe. Mais en face, tu avais quand même des équipes qui pouvaient répondre, quoi. Et là, pour l'instant, les équipes, elles répondent pas. Et donc, je pense que pour Lyon, ça devait être plus dur. Je pense. C'est mon avis. Les autres, vous avez le même avis que Christophe ? C'est sûr, avant, il y avait Louis Ndoula dans l'équipe. Donc, oui. Mais Louis Ndoula qui mettait ses 15-20 buts par saison. Donc, faut pas oublier qu'à cette époque-là, c'est Fred, à l'Olympique Lyonnais. Ouais, mais je parlais d'Auxerre, je crois. Ah ouais, non, là ça date encore plus, si je parle de Louis Ndoula au Auxerre. Je sais qu'il jouait dans une équipe de Ligue 1 à cette époque-là. Ouais, il était à Marseille, il me semble. Oui, voilà. Pour dire que cette petite merde, elle était partout. Ouais, mais tu vois, Christophe, quand tu parles de 2006-2007, tu dis que la Ligue 1 était plus forte en 2006-2007. Bah, c'est le cas. Je me rappelle, on avait une critique sur Lyon, c'est que dans 2006-2007, enfin dans cette période-là, ils achetaient tous les joueurs de Ligue 1 qui perçaient. Ouais. Ils affaiblissaient les autres équipes derrière, donc c'est quand même. Non, mais ça c'est vrai, ça c'est vrai, mais en même temps, même s'ils perdaient des joueurs, effectivement, les clubs, du fait que Lyon, voilà, les prenaient leurs meilleurs joueurs, ils arrivaient toujours à se renouveler, type Lille. Tu voyais Lille, ils arrivaient toujours à se renouveler chaque année, à retrouver des remplaçants qui assuraient aussi. Ah bah ouais, en 2007, ils ont fait deuxième. Et c'est pas cette année-là aussi que Marseille revenait tranquillement au podium, ou je sais plus trop quoi. Ouais, ils ont arraché le podium de peu en gagnant contre Saint-Etienne, il me semble. Il me semble non, ils ont fait deuxième avec 64 points en 2006-2007. Ah, exact, voilà. Donc, moi, je sais pas, c'est mon avis. Après, peut-être que je me trompe, je fais qu'avec mes souvenirs. Mais après, c'est vrai que quand tu repenses à de ces années-là, c'était quand même plus serré, quoi. Et Lyon, ils achetaient tout ce qu'ils pouvaient. Hein. Ah ouais, le constat qu'on peut faire quand même avec le Paris actuel, c'est que quand on regarde, là il n'y a que Paris en Ligue 1, on est d'accord, il n'y a qu'une seule équipe, et ça se ressent quand même, c'est un autre sujet, mais ça se ressent au niveau des coupes d'Europe, et au niveau de notre indice UEFA, on risque de se faire dépasser par les Russes, ce qui veut dire qu'on va avoir plus qu'une seule place en Ligue des Champions, la place qui va être... Non, une seule qualification. Ah oui, direct, d'accord. Okay. Et le deuxième passera 3 tours, il me semble, ou 2 tours de qualification. Non, ouais, c'est 2 tours, je crois. C'est comme, ça risque de faire mal, ça. Ouais, donc c'est normal, c'est alarmant. Ouais, mais je pense pas que les Russes vont nous doubler, moi. Ça se tient dans un mouchoir de poche, pour l'indice. Ils nous doubleront pas. On peut doubler les Portugais comme on peut se faire doubler par les Russes. Les 3 pays se tiennent à pas grand chose. Non, mais franchement, les Russes, ils nous doubleront pas. Enfin, il y a les élites,
Ok, il y a le Zénith, mais ils vont pas aller jusqu'en demi-finale. Regarde, peut-être passer en quart, après ça dépend du tirage. Mais ça dépend des résultats de la prochaine journée, déjà. En Europa League, est-ce que tu as des clubs russes? Tu as peut-être Krasnodar qui est CSKA. passé. Le CSKA a été reversé, c'est ça? Il me semble, ouais. T'as Kazan qui risque d'être éliminé, à mon avis. Ah mais ouais, on peut faire le même constat pour les clubs français. Lyon est éliminé de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Bordeaux éliminé, Saint-Etienne. Oui, attends, Saint-Etienne qualifié, mais Marseille-Monaco, c'est pas encore sûr. Et encore moins Monaco. Marseille, ça va être fait. Oui, Marseille, j'y crois, mais faut pas qu'il fasse comme le match aller, parce que là, je vais vriller, là. Non, mais d'accord, mais t'as vu le match aller, et ça arrivera pas deux fois. Ils ont fait faire même coup qu'à Groningen, quand même. Nous, on va encore prendre le Barça et on va perdre, comme d'habitude. De toute façon, on gagne des points quand même, vu que Paris est en 8ème. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont nous. On va se taper Barça encore. Pas. Jack, l'année dernière, c'était un peu chaud, et finalement, les Russes, ils se sont effondrés dans les tours phase finale, donc. On aura l'occasion de parler de tout ça lors de la fin des phases de poule de la C1 et de la C3. Revenons au Paris Saint-Germain 3, donc on l'a dit, victoire 4-1 des Parisiens avec des buts de Cavani, de Dibra sur penalty, de Kurzawa et de Jean-Kévin Augustin, et le buteur troyen, je sais plus comment il s'appelle. Merde. Comment il s'appelle? Thomas Ayas, exact. Donc les Troyens qui sauvent l'honneur, mais qui n'ont toujours pas gagné le moindre match en Ligue 1. De toute façon, il n'y avait pas une seule once d'espoir en venant à Paris, je pense. Les supporters du PSG, Julien et Flo, vont nous dire ce qu'ils ont pensé de ce match. Commencer par Florent. Alors là, d'abord, c'est le Grenoblois qui va parler. Il va remercier énormément Ah oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont effacé le record de Grenoble qui était de 13 matchs sans gagner en Ligue 1, non, de 14 matchs sans gagner en Ligue 1. Et 3 l'a dépassé, maintenant ça va être 15 matchs sans gagner en Ligue 1 pour 3. Merci beaucoup. Merci. Et tu t'enflammes pas non plus, hein. Ça reste un record assez minable. C'est comme les Sixers. Hein. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui connaissent le basket. Petite référence. Et puis sinon, Paris a eu des débuts compliqués, mais c'est ensuite la différence, elle s'est vue assez rapidement. De toute façon, Paris a géré le match et puis a déroulé derrière, et il n'y avait pas grand chose à dire. La satisfaction, c'est quand même Kurzawa qui, encore une fois, a fait un grand match. Sur ses 8 titularisations, il était 4 fois dans l'équipe type de la Ligue 1 cette saison. Donc il devient de plus en plus un concurrent crédible pour devenir titulaire latéral gauche. Julien, toi, t'en as pensé quoi de ce match? À peu près la même chose que Florent. J'ai bien aimé aussi Lucas, il fait des bonnes prestations ces temps-ci. Par contre, Cavani, il peut arrêter de s'énerver quand il sort parce que le mec sait pas faire un contrôle. Alors est-ce que ça peut être le début d'un malaise là, d'ailleurs, avec Cavani? Entre le vestiaire et Cavani. Je pense pas. Entre quoi et quoi? Pardon, j'ai pas compris. Explique un peu, s'il te plaît. Là, il est pas content de sortir, il a marqué, donc au pire, après, puis il veut jouer en pointe, donc... Ça fait plusieurs fois qu'il le fait, et à chaque fois, il fait des matchs merdiques, et il s'étonne pourquoi il sort, et en plus, il s'énerve, ce con. Ouais, mais Laurent Blanc, c'est mieux qu'il le sorte, au moins, il se fait plus ou moins respecter, mais bon... Ouais. Même Ibra, des fois, il sort, enfin, rarement, mais il sort quand même, il gueule pas. Ibra, s'il sort, il gueule pas, quoi. Ouais, voilà, et il sort pas souvent, mais bon, quand même. Et puis il vaut mieux qu'il gueule pas, sinon il te faut un high kick alors. Donc au classement, ça donne la chose suivante, hein, le PSG leader incontestable, on va dire déjà champion sans avoir à jouer les autres matchs, et 3 qui reste dernier. Voilà, 5 points. Par contre, moi ce que je note, c'est la remontée du Gazélec. Et le Gazélec, parce que tu vas revenir après, mais... Le Gazélec, on va pas y venir tout de suite. On va parler du seul 0-0 qu'il y a eu ce week-end. Ils ont fait mieux que les Allemands. Nantes-Bastia. Pauvre match entre Nantais et Bastia. Les Nantais qui restent 10e avec 20 points. Bastia 17e avec 15 points. On va pas revenir plus longtemps sur ce match. C'est le match de la sieste. Oui, c'était le match de la sieste, exactement. Heureusement que c'était le samedi à 20h et qu'il y avait d'autres matchs à suivre. Toulouse, c'est inquiétant pour Nantes quand même. Oui, c'est vrai que c'est inquiétant, non. Ils sont 10e. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de marge avec le bas du tableau, mais bon. Ouais, mais ça fait quand même 2-3 matchs qui sont vraiment en dedans. Hein. Dans ce cas-là, tu t'inquiètes aussi pour Reims, tu t'inquiètes pour tout le monde. Oui, c'est vrai, ouais. En parlant d'équipe de bas de tableau
Il y en a une qui remonte un peu. On n'arrête pas de la critiquer à longueur d'émission. Toulouse. Mais elle a fait, pour moi, la performance, une des performances Toulouse. du week-end en battant Nice 2-0. C'est Toulouse. Toulouse, actuel 19e de Ligue 1, qui s'est imposé 2-0. À la grande surprise, face à des Niçois qui étaient en pleine confiance après avoir gagné 3-0 contre l'Olympique Lyonnais. Je te vois venir. Attends, Ben Arfa était malade. Ah non. Oui, ça je sais, j'allais pas. Alors j'allais même pas parler de Ben Arfa. Pour une fois. Là, tu me juges très mal, je prends ça très mal. Non, mais c'est étonnant quand même de voir les Niçois faire une très bonne performance face à un concurrent direct et sombrer comme ça face à une équipe sans fond de jeu, sans rien du tout, quoi. Mais non, mais c'est magnifique. Nice, c'est les Robins des Bois de la Ligue 1. Ils prennent les points en gros, ils les donnent aux petits. Comme Lorient. C'est tellement bien dit. Non, mais ça prouve encore que cette Ligue 1, c'est n'importe quoi. Tout le monde gagne contre tout le monde. Il n'y a pas de logique. Après, Nice, ils font un bon début de match et puis ils prennent ce rouge à la con d'Assen. Qui prend le rouge, ouais. Et ça change tout le match parce que, ok, Toulouse met 2 buts. Mais Nice a quelques occasions aussi pour revenir. Et pour Toulouse, il faudra se méfier. C'est bien d'avoir gagné, effectivement. C'est bien pour Ben Yedder d'avoir remarqué. Je crois que ça faisait 10 matchs qu'il avait plus marqué. Mais on verra justement là, ça en début, mardi ou mercredi, je sais pas quand ils jouent Toulouse. Ça doit être mercredi, je crois. Mercredi, ouais. Et on verra ce qu'ils feront, s'ils confirment ou pas. Mais ça fausse un peu aussi le rouge quand même. Hein. Donc ne faisons pas trop de conclusions hâtives là-dessus, quoi. Mais après, oui, bien sûr, tu peux être surpris parce que voilà, ils ont gagné 3-0 contre Lyon et puis là, ils perdent contre Toulouse. Mais après, il faut voir aussi l'effet de match, quoi. Oui, le classement, je l'ai dit pour les deux équipes. Non, je l'ai pas dit. Nice 6e avec 24 points. Donc, Toulouse 19e. Et Toulouse 19e toujours, mais qui remonte et qui espère sortir de la zone rouge lors de la prochaine journée. Ils sont à 3 points de Bastia et à 2 points de Lille qui est 18e. Je voulais en venir où, moi ? Oui, Reims-Rennes. Reims, encore un match nul. Et encore un match sans victoire pour Reims, qui continue de descendre petit à petit. 2 partout contre les Rennais. Rennes 8e avec 22 points. Reims 15e avec 16 points. Il n'y a vraiment aucun élément qui nous pousse à croire que Reims va aller mieux. Sur le match, ça avait l'air d'aller mieux quand même. Pareil, même chose que Nice. Ils étaient à domicile. Ils prennent un rouge à la con avec Kankava qui est un imbécile sans fin. Et ils ont dominé. Ils ont eu les meilleures occasions, même à 10. D'ailleurs, ils sont un partout, je crois, quand ils passent à 10. Et Depréville marque leur but et ils ont des occasions pour tuer le match. Ils le tuent pas, ils prennent un but de Rennes par Rodiki. Ça semblait quand même mieux parce qu'ils ont récupéré Mandy aussi, qui va faire forcément du bien. C'est le capitaine et puis vraiment, je pense que c'est quasiment le meilleur joueur de Reims. Donc ça va mieux. Après, c'est plutôt Rennes qui est décevant parce que à 11 contre 10, ils auraient dû gagner ils auraient pu gagner contre Reims, quoi. Et puis ils confirment pas, ils sont toujours match nul. Rennes, c'est comme ça depuis des années. C'est toujours un constant. Ça peut te sortir des bons matchs comme des matchs très moyens. Ouais, voilà, donc dédicace pour la Reims, semaine prochaine. Faudra voir. Reims, en tout cas, ça avait l'air d'être un peu mieux en tout cas en termes de jeu. C'est sûr qu'en termes de résultats, ils font match nul, donc ils avancent pas, ils continuent un peu à descendre. Mais au moins déjà dans le jeu, ça avait l'air d'être un peu mieux. Ouais. Bientôt Marseille-Rennes. En fait. Moi personnellement, j'attends la deuxième partie de championnat pour Rennes. Bientôt Marseille-Rennes. Ouais, c'est jeudi d'ailleurs. C'est Rennes-Marseille. C'est Rennes-Marseille. On voit le mec qui révise. Hein. C'est surtout, il en a rien à foutre de Marseille. Ouais. C'est un peu ça. Julien, il en a vraiment. Le Paris Saint-Germain, il a un nombril. Le Paris Saint-Germain, le reste, il ne le voit pas. Et attendez, j'ai regardé le match de Marseille hier. Hein. Ah oui, monsieur a regardé le match de Marseille quand même. Première mondiale. Quand même pas. Au moins, il y avait des buts. Oui, au moins, il y a eu des buts. Paris 3 aussi, il y en a eu. Autant. Non, un peu plus. Gazelle et Ajaccio, Lorient, parce que je sais que Alexandre a voulu en parler, on va en parler. Le Gazelle qui, stoppe sa série de victoires par un nul face à Lorient.
Match nul 1 partout. Lorient 9e avec 21 points. Le Gazélec est 16e avec 16 points, mais reste toujours en dehors de la zone rouge, et ça c'est positif pour les hommes d'Ajaccio. C'est un petit coup d'arrêt quand même pour le Gazélec. Est-ce que vous pensez que ça va nuire à la suite là, pour Ajaccio? Oh, je pense pas, parce qu'ils ont quand même la confiance des résultats récemment, donc faut voir. Hein. Ouais, puis sur le match, ils ont été encore bons, ils auraient mérité de gagner, mais ils ont vraiment raté de très très grosses occasions. Je pense à Jacques Zoua qui a 5 mètres des buts, il tire complètement à côté, alors qu'il est tout seul, quoi, par exemple. Lui aussi, il a perdu ses lentilles. Et Lorient a été un peu moins bien quand même, mais bon, ils font un partout, c'est pas non plus... ça stoppe pas leur série vraiment, quoi. Ils restent quand même invaincu depuis 4 matchs. Invaincu, voilà. Et effectivement, dans le jeu, on sent que c'est beaucoup mieux, c'est plus engagé, ils se procurent beaucoup plus d'occasions qu'au début, donc à voir, pareil, faut confirmer jusqu'à la trêve, quoi. Le Gazélec, pour information, qui jouera Montpellier mercredi. Montpellier qui est une équipe en forme. Lorient qui reste dans le milieu de tableau. On va pas s'inquiéter pour Lorient, ça va repartir. Ouais, c'est un bon point de prix pour eux. Donc, Et Boucanjo qui marque encore, toujours meilleur buteur de Ligue 1, avec 11 réalisations. Angers-Lille est la première sortie de Frédéric Antonetti avec le LOSC. D'ailleurs, je regrette que Pierre ne soit pas là ce soir pour en parler. On l'aurait bien chambré. C'est bien dommage. Attendez, pourquoi il est pas là Parce que je l'ai pas prévenu. Merde. Mais sinon, Angers qui s'impose 2-0 et qui se rattrape de son match nul face à Caen la semaine dernière. La première sortie d'Antonetti avec les Lillois est complètement ratée. Qu'on se le dise. Sounou et Traoré ont marqué pour les Angevins en 6 minutes d'intervalle, 20e et 26e. Je vais vous poser la question suivante. Il a posé une petite gueulante quand même, juste avant. Oui, il en a déjà marre de ses joueurs. C'est ça. Le mec a joué un match, le mec il s'énerve déjà en conférence de presse après ses joueurs. Ouais, c'est ça. Alors, la question est la suivante par rapport à Antonetti, est-ce que c'est l'homme de la situation? Bah non, comme les joueurs. Très bien. Ouais, tu peux pas juger sur un match. En plus, ils ont pris deux buts sur des phases arrêtées. C'est vrai. Enfin, Angers n'a eu que ça comme occasion du match. Non, il faut se le dire quand même, c'est fou. Le problème, c'est pas que l'entraîneur, c'est aussi les joueurs, parce que puis, avec Hervé Renard, ça marchait pas. Voilà, désolé. Non, et puis Sivelli qui prend un rouge bêtement sur un pied haut. Ouais, te casse forcément le truc. Et après, en première mi-temps, ils ont vraiment été pas bons du tout. Ils se sont cassés sur le bloc angevin. Puis en deuxième mi-temps, ils ont quand même eu pas mal d'occasions, un poteau, des tirs qui sont pas passés loin. Mais comme il a dit, de toute façon, voilà, il a un groupe avec des joueurs qui sont pas en confiance, donc faut lui laisser un peu de temps pour poser un peu sa patte et essayer de redonner confiance à ces joueurs-là, quoi. Et puis il va surtout récupérer Bouffal, donc ça va, je pense que ça va changer. On va voir ce qui va se passer. Laissons le temps un peu, au moins jusqu'à la trêve déjà de voir, et tu pourras faire un premier petit point là-dessus. Sur un match, c'est compliqué à juger, quoi. Un changement d'entraîneur, c'est jamais facile en cours de route aussi. Oui, bien sûr. C'est ce que je te dis. Le problème, c'est que en un match, tu peux pas poser ta patte. Il y avait qu'une semaine d'entraînement. En une semaine d'entraînement, tu peux pas changer tout. Donc. Non, qu'est-ce que tu vas faire en une semaine? Tu peux rien faire. Moins un point. Il est comme ça, c'est son caractère. Il gueule. Mais voilà. Les autres, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation pour Lille? Clairement. Bah, y a pas. Oui, c'est sûrement. Il connaît très bien le championnat, ça c'est peut-être une bonne décision après, mais moi j'ai toujours du mal à comprendre la logique de Sédou qui passe de Girard à Antonetti alors que les deux coachs c'est à peu près le même type de coaching. D'accord. Ouais. Donc je pense qu'on a fait le tour sur Antonetti. Sinon par rapport au match.
Je voulais juste rajouter un tout petit truc, une info complémentaire. Oui. Le proprio de Lille a fait un tweet aujourd'hui qui laissait entendre qu'il allait mettre beaucoup d'argent pour le mercato hivernal. Oula. Et qu'il était assez agacé par la situation avec Sédou. Voilà. Et à Sédou De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, petite référence à James Bond, mais personne n'a compris. Ah, Léa Seydoux, bah oui. Oh là là. Je ne sais c'est pas encore en -1, ça, normalement. Non, par pure pitié, je vais lui laisser la vie sauve. Mais non. Pour cette fois. Pour cette fois. Je sais même plus ce que je voulais dire. Voilà, le mec m'a fait perdre mon fil. Tu voulais revenir sur le match. Ouais, bon, sur le match, il n'y a pas grand chose à dire. Comme sur le prochain match. Angers a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. Et Lille qui est actuellement 18ème de Ligue 1. Et Angers qui monte sur le podium et qui passe devant Lyon, Saint-Etienne, Nice, etc. Voilà. Beau pied de nez. Saint-Etienne-Guingamp. Oui, monsieur. Saint-Etienne-Guingamp. Saint-Etienne qui s'impose 3-0 face à l'EAG. Saint-Etienne 5ème de Ligue 1 à la fin de cette 15e journée avec 25 points. Et Guingamp qui reste au milieu du tableau, 12ème, dépassé par l'OM à la fin de la journée. C'est déjà mieux que ce qu'ont fait les Stéphanois depuis quelques semaines. Déjà. C'est Guingamp en face. Oui, mais bon. Le score est flatteur. Hein. Oui, et puis c'est flatteur, très flatteur. Le score est flatteur, il y a un but qui est hors jeu de 2 mètres. Après, ils ont eu des occasions, hein, Saint-Étienne, il n'y a pas à dire, mais Guingamp aussi a eu ses occasions. En tout cas, c'est bien en termes de score et c'est bien de se relancer en championnat après les défaites qu'ils ont eues ces derniers temps, mais c'est pas non plus. Faut faire attention, c'est pas 3-0, c'est bien, bravo, mais il faut. Mais en plus, maintenant qu'ils sont qualifiés pour l'Europa League, ils vont pouvoir faire tourner sur le dernier match. Et pouvoir un peu se concentrer sur le championnat jusqu'à la fin jusqu'à la trêve. Ouais. Les autres, vous en pensez quoi de Saint-Etienne? La victoire va leur faire du bien déjà, parce que la dernière semaine c'était compliqué. Puis ça continue sur la lancée de leur qualification en 16ème de finale d'Europa League aussi. Ouais. Pour la confiance, ça va leur faire du bien. Puis on verra. Après, ils affrontent qui aux prochaines journées là? Lazio. Non mais en championnat. La Lazio est passée. Bon, moi, je savais pas que la Lazio était devenue le championnat de France, d'accord. Et bah mets-toi au courant, il y a des nouveautés chaque jour. C'est vrai, c'est vrai. Ils jouent Lille mercredi, à Lille. Oh, ça va, ça fait 3 points normalement. Normalement. Si on suit la logique du championnat cette saison, il n'y en a pas, justement. Donc, oui, c'est vrai. La logique n'existe plus. Toujours dans les matchs du dimanche. Les matchs du dimanche ont été très prolifiques d'ailleurs. Il y a une orgie. Notamment celui-là, avec le naufrage bordelais, si on peut appeler ça ainsi. Le Titanic bordelais le Hollandais qui s'est confronté à un iceberg normand. Leonardo DiCaprio est mort. Ah non, là, par contre. Christophe, pardon. Ah non, mais y a pas de souci, tu sais, toute la journée j'y ai droit. Donc bon, on va pas chipoter trop longtemps. Bordeaux qui s'est fait humilier. Exterminé, broyé. Atomisé. Bon, on arrête la torture. Victoire de Caen 4-1 au Matmut Atlantique face à Bordeaux. Bah, je sais pas ce qui est pire, est-ce que c'est le score ou est-ce que c'est le nom de notre stade? Je sais pas. Je cherche, mais je crois que c'est le stade quand même. Matmut Atlantique. Un but de Ben Youssef, Da Silva, Carasso contre son camp, Andy Delors, et un but de Crivelli en toute fin de match pour Bordeaux. Carasso contre son camp. Quoi? Carasso contre son camp. Oui, Carasso contre son camp. Ah ouais, c'est Carasso. Comment il a fait? En gros, c'est Da Silva qui fait une tête, Contento qui sauve sur la ligne, ça rebondit sur la barre et ça rebondit sur le dos de Carasso et ça rentre. Ouais, mais bon, c'est le gardien, c'est difficile pour un gardien de faire un CSC quand même. Bah là, il fait rien, ça lui rebondit dessus. Demande à Amada. Sauf qu'Amada, lui, le fait exprès. Mais c'est pas pareil. Donc, en tant que supporter bordelais, comment tu as ressenti cette débâcle? Bah, une de plus. Une de plus, une de moins, de toute façon.
Bah, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'on a pris un 5-1 ou un 6-1 à Nice cette saison. 6-1. 6-1, ouais. Qu'on a perdu à Ajaccio 2-0 en étant pire que tout, en jouant à 11 contre 10. Plus d'une demi-heure de jeu. Là, c'est bon, c'est un ensemble de choses. Enfin, ce match, il est symptomatique de la base du football qui est l'envie, tout simplement. Quand c'est pas très fort, mais t'as vu 11 gars qui couraient tout le match, qui sont donnés. Les buts montrent, les buts le montrent très, très bien puisque les deux premiers buts, c'est des ballons repoussés par Carasso et les seuls qui suivent, c'est Canet et les Bordelais sont absents. Bon, le troisième but, un peu de chance. Et le quatrième, pour moi, l'histoire du match, où t'as Andy Delors qui fait 80 mètres, qui remonte 80 mètres le ballon, qui se fait pousser de l'épaule, qui tombe par terre et qui a le temps qui s'arrache pour se lever, frapper. Bon, après, il a un peu de chance, c'est contré, mais au moins, il se bat. La seule différence qu'il y a eu sur ce match, c'est l'envie. Et clairement, les Bordelais n'ont pas eu d'envie. Alors, on a 68% de possession, c'est bien, bravo, on a la balle. Mais bon, si tu sais pas quoi en faire, si t'es pas assez dangereux, ça sert à rien. Caen a vraiment très très bien joué le coup et ils ont vraiment un joueur solide par ligne. Da Silva en défense, Ferré au milieu et Andy Delors devant. Et puis voilà, ils sont en confiance. Nous, on n'est pas en confiance. Pourtant, sortez d'un bon match contre Liverpool, d'un bon match contre Rennes et d'un très bon match contre Monaco. Mais quand tu mets pas les ingrédients de base du football, c'est-à-dire de l'envie, la niaque, bah tu te fais bouffer et tu prends 4-1 et 4-1, c'est pas mal parce que Carasso il fait un match énorme, il t'en sort 3 ou 4 et sur les buts il t'en sort 2 et il y a personne qui va dessus. Et nous on marque un but à la toute fin parce que bon quand on s'est un peu relâché et puis bon au moins c'est bien pour l'honneur entre guillemets. De la virage. Mais voilà. Voilà, tu sais, c'est simple le foot, hein. De l'envie. Bien sûr, il faut du talent, mais l'envie, c'est la base. Et il n'y avait pas ça, donc... Moi, tu sais, j'ai plein de potes qui ont arrêté de regarder le match à partir de 3-0. Moi, j'ai continué à regarder jusqu'à la fin. Bon, ben voilà, ton équipe elle perd 4-1 à domicile, ben, tant pis, c'est vrai, c'est dur. Je peux comprendre la réaction des ultras qui s'en vont à 20 minutes de la fin, et parce que c'est des gars qui s'investissent beaucoup, comme tous les ultras de tous les autres clubs, qui s'investissent beaucoup pour l'amour de leur club. Et bon, bah, au bout d'un moment, bah, tu craques, quoi. T'en as marre un peu quand les mecs se bougent pas le cul. Tu peux perdre des matchs, bien sûr, quand tu tombes contre plus fort que toi ou quand tu manques un peu de chance. Mais si tu bouges pas un minimum le cul, forcément, au bout d'un moment, tu le payes cash, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe, les gars, sur ce qu'il vient de dire là sur les Girondins? Non, moi je suis pas d'accord. Il a dit que tous les ultras français avaient du travail, pas à Paris, hein. Ouais, nous on a Rihanna. Attends. Non, mais quand je parle des ultras, je parle des ultras, mais les clubs cons des ultras, justement. Et même à Paris, effectivement, il n'y a plus d'ultras, mais il y a quand même des supporters qui suivent leur équipe. Voilà, à fond. Même en équipe de France, il n'y a pas d'ultras et il y a des gens qui se déplacent partout dans l'Europe pour suivre les déplacements de l'équipe de France. Après, je veux dire, la logique est respectée. Le deuxième contre le... Alors ça c'est le hashtag mauvaise foi de beaucoup de supporters. Oui, voilà, bordelais. Ça me fait bien rire. Je sais pas tu sens cet argument, toi. C'est n'importe quoi ce que tu dis. La logique, c'est vrai, c'est la logique. Non, mais c'est vrai qu'en plus, quand tu vois le match qu'ils ont fait à Liverpool, en prendre 4 après, ça fait mal. Hein. Ouais, pourtant, je dis contre Liverpool, c'était pas ni très bon ni très mauvais. Ouais, ils ont perdu, mais c'était quand même bien. Bah parce qu'il y avait de l'envie. Oui, voilà. Et alors, bien sûr qu'on n'a pas été extraordinaire contre Liverpool. Faut pas non plus dire on a fait un gros match. D'accord, mais le match était loin d'être mauvais non plus. Hein. Voilà. C'était bien, c'est un bon match. Après aussi autre chose, c'est vrai que j'ai oublié de parler de choses. Ce qui peut aussi un peu expliquer le truc, mais qui n'explique pas tout, c'est aussi on a quand même beaucoup de blessés et de suspendus.
surtout en défense, et la défense au bout d'un moment va craquer parce que Yambéré et Sané, enfin surtout Yambéré, c'est pas haut niveau, donc il y a ça aussi quoi. Donc bon, il y a un peu aussi les blessés qui peuvent expliquer en partie les trucs, mais pas tout non plus quoi. Faut pas non plus se cacher derrière ça quoi. Donc on va passer au match du dimanche soir. Marseille-Monaco. Le match de l'orgie. Le match du but. Si vous vouliez voir des buts, c'était celui-là. Donc 3 buts partout. Match prolifique en but, mais pas forcément très bon dans le contenu. Les fans de foot, les vrais fans de foot ont dû se faire chier quand même. C'est clair. Donc les buteurs, donc Alessandrini, Almami Touré. Almami Touré, ouais. Almami Touré met un doublé et casse les reins de Rekik au passage. Batshuayi égalise à 2 partout. Coentrao marque un sublime but de la tête. Il vous a fait l'amour d'ailleurs. Et Nkoudou marque grâce à une inspiration magnifique d'Ocampos. Voilà. Vous avez remarqué l'ironie bien sûr dans cette présentation. Christophe, tu t'es chargé de regarder les matchs pour Football Universe. Donc c'est à toi. Bah écoute, je vais peut-être pas être aussi long que quand je fais les Football Universe sur Bordeaux, parce que j'avoue que j'ai suivi le match d'un œil. J'ai pas non plus été à fond sur tout le match. C'est dur de regarder un match d'une équipe quoi, que tu supportes pas. Surtout d'amateurs. Oh c'est bon, ça va. Bah écoute, un match avec beaucoup de buts, mais effectivement la qualité de jeu était pas non plus énorme, et surtout quand tu vois les buts, des buts un peu clownesques. Dégueulasse. Amadesque. Ouais, surtout sur le Contrao quand même. Non mais le troisième, moi j'ai rigolé. Après, ce qui est dommage, je trouve, c'est Marseille qui aurait pu vraiment mieux gérer. Surtout l'avantage du début, ils marquent le but en début de match, puis ils prennent l'égalisation au bout de 3 ou 4 minutes sur un coup de pied arrêté où le mec est tout seul, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, au bout d'un moment, essayer de se concentrer et de se dire on vient d'inscrire un but, essayons un peu de tenir le score et de faire douter l'équipe monégasque, mais à chaque fois, en fait, ils font cadeau. Donc après, le deuxième but est vraiment joli, et il faut dire que Touré a vraiment sur l'action a vraiment été excellent. Après, Rekik qui se fait éliminer, hein. Et on cherche encore les jambes de Rekik. Si vous les avez trouvées, moi je cherche lentilles. Moi aussi, je cherche lentilles. Donc si vous les avez repérés dans le stade Vélodrome, veuillez nous les rapporter au plus vite. Il en a besoin. Tu sais, je disais à un pote, on peut parler de ça, on peut parler aussi de Boateng quand il s'était fait violer par Messi. Enfin, on en a parlé. Un peu le même style de violage, oui, je confirme. Ouais, et après, tu peux dire aussi que sur l'action, Nkoulou, je sais pas ce qu'il regarde. Ouais, c'est vrai. Il le regarde, fait vas-y, je t'en prie, marque un but comme tu veux, je te laisse la porte ouverte. Il y a Monaco à la maison. Il y a pas, effectivement, Rekik c'est éliminé, mais Nkoulou n'est pas non plus exempt de tout reproche. Je trouve, tu vois, ça reflète bien Marseille cette saison, tu vois, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. Il y a pas. Là, il y avait les deux dans le match. Après, je pense que quand même, il y a un truc que les Marseillais ont dû apprécier, c'est quand même que leur équipe a vraiment pas lâché. Ouais. Ils sont revenus à 2-2, à 3-2, ils reviennent à 3-3, ils ont vraiment rien lâché. Je pense que ça, par contre, ça peut-être il y a quelques mois en arrière, ils seraient peut-être pas revenus sur ce genre de match. Et au moins, ils ont rien lâché. Lassana, il a dit d'ailleurs. On pouvait s'attendre à mieux en termes de qualité de jeu de la part des deux équipes quand tu vois les équipes qu'il y a, surtout dans l'entrejeu, que ce soit dans l'entrejeu marseillais ou dans l'entrejeu monégasque. Et c'est vrai que ça n'a pas été fou, ça n'a pas été nul, mais ça n'a pas été fou. Le score en soi, je pense, c'est plutôt logique quand on regarde toutes les occasions qu'il y a eu de part et d'autre. Ça fait un bon score, ça fait un 3 partout, ça arrange aucune des deux équipes. Marseille qui reste en deuxième partie de tableau et Monaco qui reste 7ème, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, je sais même plus. Monaco qui est 7ème. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que côté Marseille, il y a du mieux. Côté monégasque, ça reste toujours... ça pourrait être mieux, passable, comme on dit. Il leur manque un 9. Ouais, clairement, Carillo, c'est...
Mais on se demande ce que Jardim fait avec El Shaarawy quand même. Ouais, mais il le fait rentrer à la 93e. Non, mais le faire rentrer à la 91e, c'est quoi, mais d'accord, sur ce match, bien sûr qu'il peut pas montrer grand chose à rentrer. Mais ça fait plusieurs matchs où il a été souvent titulaire, ou quand il est rentré avec une demi-heure à faire. Alors dans le jeu, il est pas mal, il provoque et tout ça, mais il est pas décisif ce gars-là. Et pourtant, on se disait que quand il a sa chance vraiment. Il a eu des matchs titulaires, Quentin. Tu peux. Attends, toi-même tu as dit, je sais plus pour quelle équipe, pour Antonetti de lui laisser le temps. Laisse le temps. Mais Antonetti, ça fait un match. El Shaarawy, ça fait depuis le début de la saison qu'il est. Oui, mais il est pas titulaire avec Jardim. Mais il y a eu des matchs où il a été titulaire et il a pas montré grand-chose quand il a été titulaire. En même temps, ils ont pas vraiment beaucoup de neufs de métier, donc si tu laisses pas jouer El Shaarawy qui en est un. Non, déjà El Shaarawy de base il joue sur un côté. C'est un ailier gauche de métier. Celui qui est le plus apte à jouer numéro 9, c'est lui. Oui, mais quand tu dis c'est un 9 de métier, à la base il joue sur le côté gauche. Moi, je te ressors les stats. Il a déjà fait des matchs, quelques matchs titulaires. Mais par exemple, je suis d'accord avec toi. En termes de stats, c'est décevant pour un joueur. Si au moins il montrait quelque chose, même effectivement, je suis pas sur ce match où il rentre 2 minutes, mais même sur des matchs où il rentre une demi-heure, je suis désolé, mais en une demi-heure, si t'as envie de montrer à ton coach que tu peux être titulaire, tu peux te montrer décisif quand même. Michi l'année dernière, je suis désolé, il a quasiment joué plus de la moitié des matchs remplaçant parce que c'était Gignac qui était devant, et quand il rentrait, il montrait de l'envie, il marquait des buts, il était décisif. C'est pas comparable. Pourquoi c'est pas comparable? El Shaarawy, c'est un joueur qui sort d'une période de grosse période de blessure, il a besoin de rythme pour enchaîner les matchs. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le début de saison. Moi, sur le début de saison, j'ai pas craché dessus parce que je savais très bien qu'il revenait de blessure et qu'effectivement, il avait besoin de rythme. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais là, ça fait quand même plus de 20 matchs parce qu'en plus, ils ont joué la Coupe d'Europe dès le début là. Et en 20 matchs, il a dû mettre 2 buts et 1 but en éliminatoire de Ligue des Champions et 1 but en Europa League. Et en Ligue 1, il a toujours pas marqué. Je suis désolé. Mais moi, sur des matchs, il aurait dû au moins se montrer un peu plus décisif. Je demande pas qu'il mette 20 buts d'un coup, mais au moins, je sais pas, 3, 4, 5 buts, tu vois, qui se montre un peu, quoi. Et là, on voit pas. Et je te dis, dans le jeu, je le trouve pas si mal que ça, parce qu'il est capable de faire des différences et tout ça, c'est vrai. Mais il faut qu'il se montre un peu décisif. Le mec, il a été recruté pour ça, quoi. Donc, pour remplacer Martial, même s'il y a Cario aussi qui a été remplacé, qui devait remplacer aussi Martial à la base, mais bon, pour l'instant, lui, clairement, il n'a pas le niveau. Mais voilà, je pense, moi, en exigeant avec lui, mais en même temps, ce mec-là, il a un talent, il a tout ce qu'il faut pour marquer quelques buts en Ligue 1. Et pour l'instant, il le fait pas. Voilà, tiens, j'ai la stat. Il a fait donc 12 matchs en Ligue 1, 6 titulaires. Tu vois, donc il a joué la moitié des matchs titulaires. Et pour mais est-ce qu'il les a joués par intermittent? Non, vas-y, je te laisse finir et puis. Tu veux dire après Florent pour terminer, parce qu'on a encore les matchs Faubourg-Guenaïvers à faire. Ça j'avoue, je peux pas te dire s'il a fait effectivement genre des séries de titulaires. Je pense pas d'ailleurs. Ce qu'il faudrait justement, pour qu'il réenchaîne, qu'il retrouve son niveau, ce serait enchaîner les matchs pour qu'il récupère le rythme des matchs et redevenir décisif. Parce que pour moi, c'est ça qui lui manque, c'est d'enchaîner, de réapprendre à enchaîner les matchs et retrouver le rythme qui lui manque. Bah ouais, mais je sais pas. Regarde Martial l'année dernière, il n'était pas tout le temps titulaire, sauf sur la fin où il a pris. Oui, mais Martial n'était pas blessé non plus, tu vois. Il revenait pas de blessure, Martial. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est bon, t'as repris. Et attends, ça fait 20 matchs, Florent. Au bout d'un moment, même si tu fais pas 20 matchs d'un coup, en faisant des bribes de matchs et en faisant des matchs quand même titulaires, donc tu fais 90 minutes plus les entraînements, au bout d'un moment, normalement, tu l'as repris le rythme. C'est pas un problème physique. Ça se voit que c'est pas un problème physique. C'est un problème il a les occasions. Il a les occasions. C'est pas comme s'il ne les avait pas. Là, je serais d'accord avec toi. Mais il a les occasions, mais il est pas décisif. Soit manque de réussite, soit il tire à côté, soit truc. Ouais, manque de confiance. Et pour l'instant, je trouve ça un peu décevant. Comme je t'ai dit, je lui demande pas qu'il en mette 15 ou 20 d'un coup. Mais à ce stade-là, pour moi, en ayant joué 12 matchs, il aurait dû au moins mettre 3 buts, tu vois. Pour moi. Eh ben, c'était très intéressant. Merci, Christophe. Tu vois, je sais, mais après peut-être que je suis exigeant, mais je pense qu'il faut être exigeant avec avec des joueurs qui ont du talent comme lui et qui ont montré de très belles choses en Serie A malgré les blessures.
Moi, je pense qu'il devrait être plus décisif que ça. Surtout que Monaco en a besoin. Très bien. Bon, on va passer à la première ligue parce qu'on va être à la bourre. Donc, pas de match à présenter aujourd'hui en première ligue. Sinon, on va rappeler les résultats. Watford s'impose 3-2 face à Aston Villa. Crystal Palace signe le carton du week-end. Victoire 5-1 face à Newcastle. Victoire 2-0 de Sunderland face à Stoke. City reprend la tête du championnat et s'impose 3-1 face à Southampton en profitant du nul entre Leicester et United 1-1. Bournemouth, Everton 3-3. Oh, le but aussi, oui. Tottenham Chelsea 0-0. West Ham West Brom 1-1. Norwich Arsenal 1-1. Et Liverpool Swansea 1-0. Est-ce que vous voulez revenir sur quelque chose en particulier sur ce week-end de première ligue? Leicester, Vardy. Oui, Vardy, qui a battu le record de Van Nistelrooy en marquant 11 sur 11 matchs d'affilée. Est-ce qu'il va continuer cette série, Jimmy Vardy? À voir. Pourquoi pas, hein. Il a la confiance, donc... Ouais, et puis si l'équipe marche toujours comme ça, Leicester, là, qui a prouvé que fallait compter avec eux, je pense, parce que en faisant un partout contre Manchester United, c'est pas anodin, même si en ouvrant Manchester United, c'est pas non plus folichon, mais en termes de classement, Manchester United était vraiment pas mal. Bah oui, pourquoi pas, il est en pleine confiance, il veut jouer l'Euro. Même pour preuve, il a repoussé son mariage, je crois, ou il est avancé. Je sais plus, parce que normalement, c'était prévu cet été, il a repoussé son mariage pour pouvoir être sélectionnable à l'Euro, donc je pense qu'il est motivé, qu'en plus en Angleterre, il y a la place devant, même s'il y a Harry Kane et Wayne Rooney. Mais il peut avoir largement sa place dans les 23, hein. Devant en tout cas. Rooney, voilà, qu'en ce moment, c'est mais Rooney, il sera de toute façon. Ça, oui, bien sûr. Il sera, mais pas forcément. Après, il faut voir, c'est Sturridge. Là, s'il reviendra. Ouais, voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est s'il va revenir, parce que saison, c'est long, c'est le problème. Donc. Un commentaire, Florence, sur le match d'Arsenal? Bah oui, j'ai pas regardé. Un léger commentaire, parce qu'après, il faut qu'on passe au championnat espagnol. D'accord, je vais être bref. C'est exactement comme la saison passée où on avait perdu contre Swansea 2-1. Là, il y a une grosse méforme qui arrive avec beaucoup de blessés. On perd encore 3 joueurs sur blessure, Cazorla, Koscielny et Sanchez. Et pas des merdes en plus. Hein. Et pas des merdes, donc du coup, voilà. Encore une fois, si on n'entraîne pas le championnat, on n'entraîne pas maintenant. Donc voilà. Donc on va passer au championnat d'Espagne avec le match du week-end. C'était Séville-Valence, pardon. Le match de l'année. Du FC Séville, qui va nous être présenté par notre ami Julien. Bon, mais pas grand-chose à dire. Hein. Non, c'est vrai. Voilà, ça va être bref. Là, bon, alors, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Séville a gagné 1-0. Bon, pour dire une équipe sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a eu 14 frappes pour Séville, 0 pour Valence, 17 corners à 0, c'était un peu chaud. Sur les 14 frappes, il y a eu 4 frappes cadrées pour Séville, donc ça a été un match particulièrement dégueulasse. 2 cartons rouges pour Séville, 1 à la 34e, pour Valence, 1 à la 34e et 1 à la 77e, donc Valence a fini à 9. Banega qui nous fait, sur le but, qui nous fait un centre extérieur du pied, ça va tout droit sur l'ailier gauche, je me souviens plus de son nom, qui nous met Escudero. Le but. Escudero, voilà, qui a été homme du match d'ailleurs. Et voilà, Hervé Banega a fait un super match contre son ancienne équipe, et sinon vraiment rien à dire, à part que l'entraîneur de Valence a démissionné après ce match. C'est un peu Nuno Espiritu Santo. Voilà, c'est un peu la news, mais ce match était chiant à mourir. Et les Français de Séville, comment ils se sont Tremoulinas et Gamero n'ont pas joué. Ouais, Rami a été pas trop mal, mais après il y a eu 0 frappe en face, donc Rami, à part mettre des têtes sur des corners, il a quasiment rien eu à faire, quoi. Et Krikoviak Krikoviak a été très bon. C'est pas un Français. Ouais, mais il a été assez bon. C'est un ancien de la Ligue 1. Ouais, mais il a été assez bon, ouais. Et formé à Bordeaux. Ouais. Donc, okay. C'est vrai. C'est juste pour savoir. Ouais, c'est un des joueurs que vous n'avez pas recalé. Vous avez eu du pif, les gars. Ouais, Tremolina, c'est pas joué. Ouais, comme Da Silva, comme. Laurent Immobilier qui est rentré, je suppose que vous êtes un peu intéressé. Immobilier est rentré à la place de Lorente vers un quart d'heure avant, et il a rien eu à faire quasiment. Il a presque pas touché les billes. Voilà. Parce qu'on en parlait dans les transferts, donc voilà. En début de saison.
Donc, dans les autres résultats du week-end, Levante s'incline 1-0 face au Betis Séville. Le Barça s'impose tranquillement 4-0 face à la Real Sociedad. L'Atlético Madrid gagne 1-0 face à l'Espagnol Barcelone. Malaga et Grenade se quittent sur un 2-2. La Corogne s'impose à Las Palmas 2-0. Le Celta s'impose 2-1 face à Gijón. Getafe s'impose 2-0 face à Villarreal. Le Real qui s'impose à Eibar 2-0 après un match un peu dégueulasse. Et Bilbao s'impose 3-0 face au Rayo Vallecano. Le Barça est en tête avec 33 points, suivi de l'Atlético avec 8 points et du Real avec 27 points. Le Celta est 4e avec 24 points. Les deux protagonistes du match de Julien, Valence et Séville, se tiennent en 1 point. Valence est 9e avec 19 points et Séville 10e avec 18 points. Dans la zone rouge, Malaga, Las Palmas et Levante. On va passer en Allemagne puisque Florent a suivi pour vous l'affiche un peu de cette 14e journée de Bundesliga, affiche qui était Bayer Leverkusen, Schalke 04. Donc vas-y, Florent, c'est à toi. Bah ouais, du coup, j'ai regardé ce match-là. Je me suis dit, Bundesliga va garder but. Et non, pas tant que ça. T'as pas choisi le bon match. Voilà, ouais, donc il y a un partout dans ce match entre deux équipes qui sont en manque de confiance cette saison. Elles n'arrivent pas à confirmer la bonne saison qu'elles ont fait la saison passée. Et qui sortaient aussi d'une semaine européenne. Donc du coup, elles avaient un peu peur de jouer dans le jeu et de produire un peu et de s'exposer un peu. Donc du coup, une première mi-temps assez calme et très très plate au niveau du jeu. Donc pour essayer de contrer ça, il y a l'entraîneur du Bayer Leverkusen qui a fait sortir Hakan Çalhanoğlu et qui a fait rentrer Julian Brandt, très jeune joueur et très prometteur. Mais le problème, c'est qu'en faisant sortir ça, il a perdu la mainmise au milieu du terrain et Schalke a commencé à reprendre de l'ascendant sur le Bayer. Ils ont mis un but grâce à un nom de joueur allemand dont j'ai complètement le nom de Chipo, je sais plus comment il s'appelle, Chipolata là, non. Non, mais je suis désolé. Ça c'est moins un aussi, hein. Non, c'est Choupo-Moting. Voilà, Choupo-Moting, voilà, qui a mis un but et qui est vraiment l'attaquant en forme pour Schalke en ce moment. Et d'ailleurs, donc le Bayer a commencé petit à petit à reprendre l'ascendant. Et à la 75e, l'entraîneur de Schalke a voulu faire des changements et a peut-être trop joué la défensive. Ça leur a fait du tort, puisque derrière, le Bayer a réussi à mettre un joli but de Signé Campbell, qui a fait un très très gros match. Donc voilà, donc score final 1-1. C'était un match, on va dire, dans l'ensemble pas très animé, mais intéressant sur 2-3 phases de jeu. On sentait quand même qu'il y a des joueurs qui avaient beaucoup de niveau. Hein. Je pense à Belarabi ou à Toprak niveau côté Leverkusen, et Campbell aussi. Et donc voilà, au classement, ce match nul n'arrange aucune des deux équipes qui reste dans le ventre mou du classement et qui n'arrive vraiment pas à être au niveau des attentes qu'on plaçait en elles en début de saison. Très bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en Bundesliga, Flo, au niveau des résultats? Alors il y avait une autre grosse affiche qui était le Bayern Munich qui est opposé au Hertha Berlin. Alors le Hertha Berlin s'est fait écraser logiquement. 3-0, 2-0 pour le Bayern Munich. Donc du coup le Hertha Berlin recule un peu au niveau du classement. Darmstadt a fait 0-0 contre le FC Cologne. Un match très passionnant apparemment. Le carton du week-end, c'était Hoffenheim contre le Borussia Mönchengladbach 3-2. Donc c'est ce match-là qu'il fallait regarder. Étonnant. Ouais, c'était ce match-là qu'il fallait regarder. Ouais, dommage. Match résultat assez surprenant puisque on sait que Hoffenheim galère un peu alors que le Borussia Mönchengladbach fait un très très bon début de saison. Donc c'était un résultat un peu surprenant. Hanovre a fait 4-0 contre Ingolstadt. Le Werder s'est incliné 3-1 face à Hambourg. Mayence a fait 2-1 contre le Eintracht Francfort. Le Borussia Dortmund, ouais bon bref, on s'en fout, moi j'ai pas l'accent. Le Dortmund a réussi à battre 4-1 Stuttgart avec encore un très très gros Aubameyang qui fait vraiment un très gros début de saison. Je crois qu'il est devant Lewandowski au classement des buteurs. Ouais. Et Augsbourg a fait 0-0 contre Wolfsburg, un gros match aussi. Et voilà, donc on en est là au classement, du coup ça change pas grand chose, hein. Le Bayern continue à écraser tout le monde, derrière Dortmund se suit tant bien que mal, et ensuite c'est Wolfsburg et puis Werder de Brême et Borussia Mönchengladbach qui se sauve au classement. Et pour le maintien, donc du coup on a toujours cette compétition entre le Werder, Augsbourg, Stuttgart et Hoffenheim qui sont à la peine.
tu peux rajouter Darmstadt, Francfort et Hanovre aussi, à la course au maintien. Aussi, c'est vrai. Et Hambourg, d'ailleurs, qui était pas loin de descendre en deuxième division l'année dernière, qui a fait un très bon début de saison. 7ème avec 21 points. C'est étonnant. Ouais, c'est vrai, ouais. En effet étonnant, mais c'est quand même un club historique, donc du coup, ils ont les capacités pour perdurer. Ouais, donc ça reste quand même étonnant. Avant de passer au It's Time to Bet, les résultats en Serie A, d'ailleurs, un match qui est encore en train de se jouer, c'est Naples-Inter Milan. Et l'Inter vient tout juste... l'Inter vient de marquer, non. Naples vient tout juste de breaker, on va appeler ça comme ça, parce qu'au moment où on enregistre l'émission, Naples est en train de jouer face à l'Inter Milan, et Naples mène 2-0 grâce à un doublé de Gonzalo Higuaín. Sinon, dans les autres matchs de ce week-end, le Torino s'est imposé face à Bologne 2-0. Milan signe le carton du week-end 4-1 face à la Samp. La Roma, par contre, s'incline 2-0 sur son terrain après avoir après s'être fait torcher par le Barça. Défaite 2-0 face à l'Atalanta Bergame. Défaite 2-1 aussi de Genoa face à Carpi. Défaite 3-2 du Chievo Vérone face à l'Udinese. Frosinone gagne 3-2 face à l'Hellas Vérone. Empoli s'impose 1-0 face à la Lazio. La Juve profite du faux pas des hommes de tête avec une victoire 3-0 face à Palerme. Sassuolo Sassuolo qui fait nul face à la Fiorentina. Au classement, Naples est provisoirement en tête en attendant la fin du match. L'Inter est deuxième avec 30 points. La Fio est troisième avec 29 points. La Roma 27 points. La Juve 24 points. Sassuolo 23 points. Milan 23 points. Ça c'est pour les 7 premiers, sinon les 3 derniers ça donne Bologne, Carpi et l'Hellas Vérone, lanterne rouge. Donc on va passer rapidement au It's Time to Bet. Donc on va faire une spéciale Ligue 1 aujourd'hui, mais avant tout on va rappeler les résultats de la dernière journée. C'était il y a quelques maintenant, parce qu'on n'a pas pu faire d'émission avant, on s'en excuse d'avance, mais on va se rattraper. Alors, lors de la dernière émission, parce que je me souviens plus du tout, je suis obligé de tout mettre sur des fiches, c'est incroyable. Étaient présents, il me semble, Christophe, Valentin, Pierre, Florent et Julien, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense. Donc attendez. Non, Julien, Christophe, Florent, Valentin. Voilà. Donc, le vainqueur est Julien. Bravo Julien. Félicitations. 6 points pour Julien. Il est content, hein, il a l'air content là. Et il a l'air content. Manifeste ta joie, Julien, s'il te plaît. Ouais, j'avoue. Attends. Ouais. Ouais. Vous venez d'entendre un trisomique. Ok, ça parle mal. Avec 6 points. Florent et Valentin. Attends, t'insultes les trisomiques là. Alors attention, ne pas mal interpréter mes propos. Donc Florent et Valentin le suivent de très près, ils sont à égalité avec 5 points. Christophe, lanterne rouge de cette journée avec seulement 2 points. Je sais. 2 petits points. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait 24 points lors de la dernière journée, là tu m'en fais 2. Non, mais je fais comme mon club, j'étais pas bien là, sur cette journée. Mais c'est l'envie, Christophe, hein, franchement. Ouais, c'est ça, c'est l'envie, j'avais pas d'envie et voilà, je me retrouve. Envie d'avoir envie, pardon. Pas de motivation, puis voilà. C'est ça, les gars. Donc au classement, ça donne Christophe toujours en tête malgré tout, avec 48 points. En deuxième position, Julien recolle avec 40 points. Ouais. Troisième position, ex-aequo, Florent et Valentin avec 29 points. 5ème Pierre avec 28 points, 6ème Mario avec 18 points, 7ème Kevin avec 13 points, 8ème Thomas avec 9 points, 9ème Alexandre avec 7 points, donc Alexandre va falloir mettre excuse-moi d'avoir été blessé quelques semaines. Hein. blessé à la voix. Et Jordan, lanterne rouge avec 6 points. Donc voilà, relégué. Donc on va faire une spéciale Ligue 1. Oh merde. Pour ce It's Time to Bet. Sur la 16e journée qui va avoir lieu entre mardi, donc date où va sortir l'émission, donc pour vous aujourd'hui, et jeudi. Donc on va commencer avec le premier match, Lorient-Nice, et aujourd'hui, journée spéciale, vu qu'on a été absent pendant quelques semaines,
Et pour permettre... Une semaine, hein, pas quelques semaines. Mais pour moi, c'est quelques semaines. C'est une éternité quand je ne vous entends pas. Ça me paraît très long. Donc, on va doubler 5 matchs. 5 matchs de votre choix. Donc, dès que vous, chroniqueurs, voulez doubler un de vos pronostics, vous me le dites. Et ça un buzzer, c'est ça ? Et ce sera comptabilisé ou pas, si vous vous trompez. On va commencer, et vous avez droit à 5 doubles pronostics. Donc, on va commencer, je l'ai dit, par Lorient-Nice, et le premier pronostiqueur sera Alexandre. Lorient-Nice, oh, je mets Nice. Ouais, mais le score. Ah, moi j'ai l'habitude de avant, tu vois, avant, mettez pas les scores. Mec, le tour, merci. Oh, le bug. 2-0 Nice. Florent. 1-1. Christophe. 1-0 pour Nice et je double les points. Julien. 2-1 et j'ai doublé les points. Ok, donc... Pour Nice, pardon. T'avais compris ? Oui, mais attention quand même. Julien et Christophe, il ne vous reste plus que 4 fois 2. Angers, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain et je double. Ouais, mais le score. Et 3-0. Putain, j'ai jamais y arrivé. Flo. 2-1 pour le Paris Saint-Germain, je double les points. Évident. Non, on se plante, mon gars, mais j'éclate de rien. 1 partout. 3-0 Paris. Je tentais un doublage de points, mais bon. Nantes-Lyon. 2-1 pour Nantes. 0-0 et je double les points. C'est quoi le match ? Nantes-Lyon. Ah, ok. Nantes-Lyon. Désolé. 1-0 pour Lyon. 1-1. Bastia-Bordeaux. 1-1. Oh là là. 2-0 Bordeaux. Oh, arrête, ils en ont pris 4. 1 partout et je double les points. 2-0 et je double les points pour Bordeaux. Ah, il double les points pour Bordeaux. Ça veut dire qu'il croit en Je crois en Bordeaux. Il croit en tu as Bordeaux. l'envie, si tu as l'envie, c'est bon. Bah, c'était avec l'envie, c'est bon. Montpellier, Gazélec, Ajaccio. 2-1 Montpellier, je double les points. Il reste combien de matchs à pronostiquer là du coup ? Avec Montpellier, Gazélec, il y en a encore 6. Ça va, j'ai pas doublé encore. Donc du coup, je vais dire que... Oh là là, match de génie encore. T'as pas doublé encore, t'es sûr ? Match de CFA. Si, t'as doublé le PSG, T'as Florent. doublé sur le PSG. J'en ai déjà doublé 2 du coup, et non, mais celui-là, je double pas, donc 1 partout. 1 partout également. 1-0 Gazélec. 1-0 Gazélec. Monaco-Caen. Oh putain. Oh, tu m'emmènes avec tes matchs de Ligue 1, toi. 2-0 pour Caen. Allez, 2-1 pour Caen, je double les points. Double les points. Il t'en reste plus que 3. Non, 2. 2. Ouais, 2, ouais, certainement. T'as pas noté quand j'ai doublé les points ? Non, je note pas, je vous fais confiance. Et comment tu veux qu'on s'en rappelle ? Quoi, quand tu vas compter les points, Et je me rends compte que je ne devrais pas finalement. Comment tu vas faire quand tu vas compter les points ? Je me démerderai, t'inquiète pas. Christophe. Il a pas les compter comme la semaine dernière. 1 partout pour moi. 2-1 Caen et je double les points. Là, tu le notes. C'est bon, t'inquiète pas, il y a l'enregistrement, je Ah oui, c'est vrai. 3 Toulouse. Et ça, c'est du match. 19ème contre 20ème. Toi, tu m'emmerdes, mais tu m'emmerdes. Le match, mais... 0-0, allez. Allez, 4 suicides à 5. 4 suicides à 5. 4 Toulousains contre 5 citoyens. Non, alors, 5-4 pour Toulouse. Alors. Non, ça fait un 0-0 du coup, hein, mais... Ah, d'accord. C'était une blague, hein. 1-0 pour 3 et je double les points. Et pareil, j'allais les faire pareil de toute façon. 1-0-3 et tu doubles, c'est ça ? Ouais. Donc il me semble qu'il vous en reste plus qu'un, Christophe et Ouais, Julien. il m'en reste qu'un, ouais. Moi, il m'en reste 2. Moi, il m'en reste qu'un. Ok, donc Guingamp-Reims. Guingamp et je double pour 2-0. Juste question, il reste combien de matchs à pronostiquer ? Il en reste 3 avec celui-là. Ok.
C'est quoi les deux autres? Attends, bah non. Bah si, quand même. Avant les x2. Non, mais surtout, fallait ouvrir la page de l'équipe, tu regardais les rencontres et puis voilà. Oui, voilà, surtout ça. Bah ça va, monsieur premier de la classe. Hein. Faut avoir de l'expérience là-dessus, avoir de l'envie et de l'expérience. Tu vois le vieux briscard, tu sais. Ah non, mais c'est pas n'importe qui. C'est le chroniqueur de l'année, d'accord. Donc, il sait ce qu'il fait. Les gars, j'ai répondu, merde. Bon, je dis ça, je me retrouve avec un point. Donc, c'était Guingamp-Reims et c'est à Flo. Donc 1-0 pour Guingamp dans le Roudourou. Dans le Roudourou. 2-1 pour Reims. Ouais, tu mets Reims gagnante. C'est un malentendu. 1-0 Guingamp. Avant-dernier match, Lille-Saint-Etienne. Saint-Etienne. 1-0 Saint-Etienne et je double. 2-1 Saint-Etienne et je double aussi. 1-0 pour Lille et je double. Plus de double. Je double et 2-0 pour Saint-Etienne. Il m'en reste un. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Rennes-Marseille, dernier match. 2-0 Marseille et je double. Allez, un partout, je double aussi. J'ai pas le choix. Ouais, non, il a pas vraiment le choix. 2-0 pour Marseille et je double. Donc. Mais non, fallait garder tous les doubles et tu mettais tous sur le match que tu voulais, tu sais. Tu mets un x10. Tu mets un x10 sur PSG Angers, là, je peux dire, je vais faire les points. Là. Allez, 0-0. 0-0. Bon, bah, les résultats lors de la prochaine émission, bien évidemment. Quiz maintenant. Dédicace C'est à bizarre, Kobe. c'est que t'as fait que les gains ce coup-ci. Et Alors, tu gagnes bon. plus de matchs. Même si, bon, comme le It's Time to Bet là vaudra 2 points, enfin, il y aura des x2 de part et d'autre. Ce quiz vaudra le double, donc c'est 10 points. Sur le Ballon d'Or, l'histoire du Ballon d'Or. Allez, vas-y. Alors, on va faire beaucoup de questions. Attends, du coup, est-ce que là c'est réponse le plus rapide ou alors est-ce qu'il y aura un ordre prédéfini pour répondre? Alors, vous voyez comment? Est-ce que vous voulez que ce soit le bordel ou vous voulez qu'il y ait un ordre prédéfini? Ça dépend, tu veux qu'on se marre ou tu veux qu'on s'emmerde? En général, Ballon d'Or, on va peut-être un peu savoir, donc c'est le plus rapide, quoi. Ouais, donc Oui. le plus rapide. Donc, allez, première question. Quelle est la date de création? Attends. Juste un truc, ok, le plus rapide, mais par contre, celui qui donne une mauvaise réponse, c'est éliminatoire. Hein. Exact. Ok, Ah ouais, c'était. Voilà. je suis d'accord. Voilà. Quelle est la date de création du Ballon d'Or? Non mais, Ouais. non mais on connaît le Ballon d'Or, ouais c'est facile. Allez, je donne une date, allez, je me jette à l'eau, 57. Éliminé. Est-ce que tu parles du Ballon Enfin, d'Or attends, mondial? éliminé, et non mais garde comme la date au cas où. Ouais ouais. Ouais, bon, pour cette question, ok, on va faire comme d'hab. Je dirais 62. Éliminé. Euh, Allez les gars. 68. Éliminé. 72. Éliminé, c'est Christophe qui est le plus proche. 56. Oh, Ah, j'étais pas loin. pour un. Putain, pour un. Oh putain, je suis dégoûté. Pour T'es un dégoûté, an, ouais. quoi, la vache. Ouais, Je peux faire un c'est- film. Comment s'appelle le premier Ballon d'Or français de l'histoire? Platini. Platini. Vous êtes tous les deux éliminés. Ah non, je sais qui c'est en plus, je suis trop con. Et oui, c'est Ah oui. Copa. Copa, deuxième point pour En Christophe. plus, je l'ai. Oh le con. Tu sais que j'allais dire Platini, et puis je les ai laissés dire. Ah ouais, ouais, non mais en plus, putain, je le savais. En plus. Habile. Le recordman du nombre de podiums, c'est Lionel Messi. Combien de podiums? 5. Éliminé. 7. 7. Éliminé. Voilà. Combien? 6. Éliminé. Bah c'était Oh, bah non. 9. Et Christophe et Julien se partagent les points. 9 Oui. podiums pour Lionel Messi. Quel est le plus jeune joueur à avoir eu un ballon d'or? Waouh. Tu veux quel- le nom ou... Non, on va pas dire. l'âge. Non, pas lequel. Parce qu'il y en a eu 2. Donc l'âge. Le plus jeune ballon Ah. d'or avec quel âge? 24. 21 ans. 21, qui a dit 21? Moi, C'est c'est Flo. Florent. Florent, et c'est bon. Enfin, C'était qui? Bravo, fort. 21 ans, Ronaldo en 97 et Michael Owen en 2001. Ah bah oui, Ah, forcément. Deux monstres. Voilà, donc 2 points pour Florent. Donc rappel du score, 3 points pour Christophe, 2 pour Florent, 1 pour Julien, 0 pour les 0 autres. pour Alexandre. Voilà. La tristesse. Mais bon, ça va. hein, tu vois. RT si c'est triste. Le plus vieux ballon d'or de l'histoire, c'est qui? Enfin non, pas c'est qui, parce que bon, ça remonte. C'est l'Italien, le gardien. Ça remonte, mais il avait quel âge?
40. Ah, c'est l'italien, c'est le gardien en plus. 34. Ouais. 36. Vous êtes tous les deux éliminés. 32. Éliminé, c'est Alexandre qui est le plus proche, 41. C'est pas Attends, est-ce que c'est pas Mathéus? Stanley Matthews. Stanley Matthews. Ah oui, c'est l'anglais, oui, Stanley Matthews. En 1956. Il avait 1956 ans. Oui. Ta gueule, quoi. Ça, sérieux. À un moment donné, faut arrêter. Le plus jeune joueur les plus jeunes joueurs qui ont été présents sur le podium sont Eusebio, Ronaldo et Lionel Messi. Mais quel âge avait-il? 19. 19, éliminé. 21. Ils avaient tous les trois le même âge. Oui, 21. le même âge, le 22. 21, 22, éliminé. 20 ans. Ouais, bah, tout pile. Oh, je voulais dire 20 en plus. 20, donc Eusebio 20 ans en 62, Ronaldo en 96 et Messi en 2007. On sont tous Ronaldo, les c'est un trois monstre. les plus jeunes joueurs ayant été présents sur le podium du Ballon d'Or. Voilà. Quel est le triple vainqueur le plus âgé? Oh. Van Basten. Éliminé. Cruyff. Platini. Platini, bah c'est bon encore. Ah. Il enchaîne. Platini, donc à 30 ans. Il avait qui là à 30 ans? À 30 ans, il était déjà triple vainqueur du Ballon d'Or. En 1985. Que Van Basten, même Van Basten, je veux pas dire de bêtises, mais il a pas arrêté sa carrière avant les 30 ans en plus à cause de sa cheville. Je suis pas sûr de moi, il me semble. Ça, j'en suis pas sûr. Je sais pas. Je revérifierai tout à l'heure. On va vérifier, ouais. Donc là, si je me trompe pas, Alexandre est à 5 points. Ah, j'ai fait 2 tout pile. Avec 2 tout pile, il y a une bonne réponse sans tout pile. Voilà. Donc 5, 3, 2. Alors, tu disais quoi tout à l'heure là? Ah non, mais j'ai rien dit. Voilà. Alors, quel est le club le plus représenté sur les podiums du Ballon d'Or? Real Madrid. Attends, vous êtes allé trop vite, j'ai pas entendu. Real Madrid. Ah, J'ai dit. Barcelone. Barcelone, qui a dit Barcelone en premier? Bah, moi. Bravo. bah, elle l'avait dit en même temps. Ouais, mais Ouais, Flo on et dirait Alex l'ont dit pas, en même c'est- temps quand même. Ouais. ouais. Bon, Premier point à Alex et moi. Partage bon, les allez, points. point pour Alex et pour Flo. Combien de joueurs ont-ils placé sur les podiums en tout? Je peux. Bien. Qui c'est qui dit en premier? 8. 8, Mais quoi éliminé. attends. Je peux pas dire de Combien de joueurs ils ont placé sur les podiums? 7. Joueurs différents ou en tout, je veux dire, tu sais, c'est est-ce que tu comptes genre si 2 fois Messi, si un si 2 joueur fois Ah oui, Messi, oui, oui. ça compte. Ah oui, ok, D'accord. bon. Ah, Cotin. Oh. Oui, 19. 19, c'est éliminé. 21. 21, éliminé. je dirais allez 25. Bah, t'es le plus proche. C'est 29. 10 ballons d'or, 10 deuxième et 9 troisième. Ronaldinho, Ronaldo. Ils sont suivis de très près par le Real Madrid qui en a placé 23 sur le podium avec 8 ballons d'or, 9 deuxième et 5 troisième. Sinon, le premier club français, c'est l'OM avec un seul ballon d'or. C'est Jean-Pierre Papin. Sinon, dans les clubs français, on a Reims qui a placé une fois un troisième. Copa, sûrement, Copa. Nancy qui a placé un troisième aussi, Saint-Etienne également. Platini. Et les Girondins qui ont placé 2 fois 2 deuxièmes. Zidane. 2 fois de deuxième. Non, pas Zidane. Oui, deux fois des deuxièmes, ouais, donc je pourrais pas te dire lesquels c'était. 2 fois de deuxième. Putain, ouais. mais alors là, c'est Kavenaghi et. Peut-être Et Vicente. chez Diabaté. Ah, Non, mais qui était à Bordeaux, et qui ont fait deuxième en ballon d'or. Oui, 2 fois. Trésor, non? Bah après, ça doit être peut-être Tigana ou Ouais. ou Giresse. Mais Moi, je dis Lizarazu. je me rappelle pas. Mais je me rappelle pas des 2 joueurs. Alors Ah, faudrait Tigana, oui, c'est Tigana en 84 et Giresse en Ouais. 82. Ah bah, Tigana qui avait fini derrière Platini en 84 d'ailleurs. putain, je savais pas qu'ils avaient fini deuxième ces gars-là. D'accord. Allez, deux questions encore. Là, c'est sur les pays, les nationalités, donc les nationalités des joueurs. Quelle est la nationalité la plus représentée sur les podiums du Ballon d'Or? Brésilien. Espagne. J'ai Brésilien. entendu l'Espagne. C'est moi. C'est pas, Florent. c'est pas ça. Brésilien. Brésilien. L'Allemagne. L'Allemagne. C'est bon. Oh. Ah, c'est l'Allemagne? Ah, j'ai dit Ouais, l'Allemagne première c'est qui devance les Pays-Bas, Il y en a la France. Les Pays-Bas, il y en a 2 qui m'ont marqué en plus, moi. Ouais, ça c'est sûr. alors, Cruyff. Un surtout. Ah, mais les Pays-Bas, t'en as pas eu énormément. Hein. Alors, bon, bah, je pense que
c'est terminé. Là. On va quand même faire les 2 dernières questions pour le challenge. Moi, j'ai combien de points? T'es loin. Il a 7 points, mais moi j'ai 5 points. Hein. Ah, effectivement. Pardon. Ah non, mais attends, j'ai fait un topé, j'ai 8 points parce qu'on a fait un partage des points avec Florian. Ah oui, c'est vrai, 8. Et je crois que moi je suis à 5. Flo, il doit être à 5 aussi. Ouais, Non, mais là, c'est des questions qui peuvent valoir double, donc c'est des tout piles. Donc, Ah ouais, donc à vous de bien. De bien vous partager. C'est bien parti pour Alex. C'est Alors, ça, voilà. Combien de joueurs donc sur le podium pour l'Allemagne? Oh putain. 18. 18. 32. Tu les comptes. Combien? 32, il a dit. 32, c'est pas bon. Je dirais 12. 12, c'est pas bon. Flo. Attends, Ouais, je cherche 25. sur Internet. non, même pas, je suis en train de jouer au Football Manager. Donc, 25. T'as dit combien? 25? T'es le plus proche. C'est 28. Ouais, 28, 7 fois premier, 10 fois deuxième, 11 fois troisième. Donc Alexandre, logique vainqueur de ce quiz, qui empoche les 10 points. Bravo à toi. Bravo. Tu te rattrapes. Alors, pendant J'ai l'impression qu'il se branle quand il applaudit. Il se branle, tu vois. Il se branlait vraiment. Fais gaffe, ça va sortir. C'est la fin de cet épisode 26 de Football Universe. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ça sera dans la description. Le lien pour forumfoot.com sera aussi dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, partagez l'émission. C'était Football Universe, merci d'être venu. À la semaine prochaine. Au revoir les escrocs.